Bonjour Prisca Thévenot, donc vous êtes sur la liste Bonjour. de Laurent Saint-Martin qui représente la majorité présidentielle au régional en Île-de-France. Tout à fait. On va commencer avec les trois questions de programme. Premièrement, sur les lycées, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ce qui a été fait par la région et qu'est-ce que vous proposez dans votre programme pour les lycées en termes de fonctionnalités, c'est-à-dire en termes de matériel pour eux, mais aussi en termes d'infrastructure. Mais déjà, ce qu'on compte faire sur les lycées, c'est déjà de faire. En fait, on part de la base, c'est-à-dire changer un peu la disquette et changer un peu la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire un peu moins de com, mais on va surtout s'attacher à mettre en œuvre le programme qu'on décide. Plus particulièrement, pourquoi je dis ça? Et désolée d'être un peu offensif sur le sujet, mais parce que la majorité précédente a promis de nombreuses choses au lycée et on le sait à quel point la région Île-de-France a besoin qu'on investisse sur sa jeunesse, notamment parce que la région Île-de-France, c'est une des régions les plus jeunes de France, avec le département le plus jeune de France, notamment la Seine-Saint-Denis. Je vais vous parler par exemple de l'aide à l'orientation, de l'aide à la formation, mais également du sujet de la sécurité qui touche nos lycéens, pardon, et également l'aide à être un adolescent digne. Une fois que j'ai dit ça, vous me dites c'est super, mais ça veut dire quoi? Donc sur la sécurité, très clairement, il est bien évident que la région ne gère pas la sécurité de façon complète, mais sur les lycées, elle le gère. Et aujourd'hui, seule la sécurité dans les lycées est gérée aux abords par de la vidéosurveillance. Je pense qu'il faut aller au-delà, parce que la seule vidéosurveillance, en fait, arrive trop tard. Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais elle ne peut pas être une fin en soi. Donc il va falloir, et j'en parle notamment avec pas mal d'élus qui ne sont pas de mon bord politique et qui me disent la même chose parce que ce sont des élus et des profs. J'en ai notamment parlé avec des élus du côté à gauche, une élue PS qui est maire dans le 78 et qui me dit mais c'est très bien leur vidéosurveillance, sauf que en fait, ceux qui viennent nuire au bon fonctionnement des lycées savent très bien où sont les vidéosurveillances et s'amusent à les casser. Donc, il s'agit de mettre de la présence humaine en plus. Quand je vous parlais de dignité d'adolescent, on n'est pas sans savoir que l'adolescence, c'est aussi pour les femmes et les jeunes filles un moment extrêmement charnière parce qu'on passe de la vie de fille à la vie de femme. Et un certain nombre de jeunes filles aujourd'hui n'ont pas accès à des protections hygiéniques, à des protections féminines. La, la, la majorité sortante avait eu la très bonne idée et extrêmement pragmatique de mettre à disposition des dispositifs au sein des lycées. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de lycées, notamment 3 dont j'ai connaissance dans le 93, qui ont demandé à avoir ces dispositifs et qui ne les ont pas eus parce que faute de réponse de la région et qui ont dû du coup interpeller le gouvernement et notamment Elisabeth Moreno pour les avoir. Notre démarche sera non pas de regarder la couleur politique des mairies en place et donc d'où se trouvent les lycées pour mettre en place les dispositifs. Tout lycéen, toute lycéenne en Île-de-France aura les mêmes droits et l'accès à la même démarche de dignité. Donc ça, c'est par exemple c'est des sujets. Donc la sécurité, la dignité. Ensuite, pour la formation, on propose un grand plan de mentoring pour l'ensemble des lycéens. Le mentoring, bien sûr, s'inscrit dans la démarche du gouvernement, avec notamment le sujet, le plan Un jeune, une solution. Et là, on va le déployer d'autant plus fortement au sein de la région, parce qu'on n'est pas sans savoir que, effectivement, cette fameuse phase de l'adolescence, c'est aussi le moment où on se pose beaucoup de questions. Donc, le sujet n'est pas de dire salut les amis, on va vous dire ce que vous allez faire pour les 20 ou 30 prochaines années de votre vie. Mais en tout cas, on va vous aider à y réfléchir. On va vous aider à vous projeter et peut-être à vous proposer des rôles modèles. Et ce rôle modèle ne seront pas ceux qu'on a l'habitude de voir, que des réussites fabuleuses et extraordinaires. Ce sont des gens de tout le monde, comme vous, comme moi, comme tout un chacun. Mais ce sont des gens qui vont pouvoir vous parler au plus proche de vos besoins et surtout écouter ce que vous avez, non pas comme un parent et non pas comme un ami, mais comme encore une personne un peu différente. Alors, sur les transports, est-ce que ça sera plus facile de se déplacer quand on est jeune en Île-de-France avec vous à la tête de la région, tant en termes alors d'infrastructures, certes, mais aussi en termes de tarifs? Est-ce qu'il y a la mise en place de tarifs spéciaux prévus? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos propositions dans ce domaine? Mais écoutez, alors je vais vous répondre encore un peu dans un autre paradigme. Vous le faites comme moi, vous les prenez les transports, et je ne sais pas si ça sera plus facile, mais en tout cas, on pourra les prendre enfin. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'en région Île-de-France, et notamment, je ne parle pas forcément de Paris, et attention, je ne dis pas que les Parisiens n'ont pas besoin qu'on investisse dans les transports,
Mais je pense qu'il y a encore beaucoup trop d'endroits en région Île-de-France où ce sont des déserts en termes de mobilité. On parle des déserts médicaux, on parle des déserts en termes d'accès au numérique, mais il y a aussi des déserts en termes de transport en commun. C'est-à-dire que l'offre est potentiellement là, même si le maillage est à revoir, mais en revanche, à part les rames et la belle gare, il n'y a rien. Donc, l'idée principale, c'est avant de venir parler de tarifs, avant de venir parler de sujets, excusez-moi du terme, mais extrêmement démagogiques, je pense que la première des demandes des Franciliens aujourd'hui, c'est d'être en capacité de se déplacer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense que sur le sujet du transport et surtout du transport en commun, il faut sortir des discours démagogiques qui honnêtement n'apportent rien. Et on vient de le voir aujourd'hui, je suis désolée. Vous faites sûrement référence à une des propositions qui est celle de Madame Audrey Pulvar, la gratuité des transports. L'actualité aujourd'hui, malheureusement, parle contre elle. On a une gauche qui nous dit qu'elle veut faire du social en proposant la gratuité des transports. Elle oublie souvent de dire que c'est pour taxer la grande majorité des usagers et des non-usagers. On voit aujourd'hui, par exemple, Madame Hidalgo, qui est la maire de Paris, qui fait tout ce qu'elle peut pour trouver d'autres moyens de financement par ailleurs. Et aujourd'hui, c'est de taxer les motos et le parking des motos, donc des 2 roues plutôt. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. La première demande des Franciliens. Et il faut écouter les demandes des Franciliens et non pas passer un discours politique. La demande des Franciliens, c'est d'avoir des transports à l'heure, sécurisés et propres. Répondons déjà à ça, investissons dedans, donc ça demande de l'argent, et ensuite, voyons ce qu'on peut faire en termes de tarifs. Mais n'inversons pas les priorités. Donc, on ne touche pas aux tarifs, si j'ai bien compris. Simplement, juste une précision. On ne touche pas aux tarifs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les augmenter. Non, mais pas d'augmentation. Mais oui, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est aussi le sujet, c'est effectivement d'avoir une bonne gestion du réseau mobilité, mais attention à ne pas tomber dans un discours politique démagogique. Les Franciliens demandent du pragmatisme et leur demande n'est pas sur le tarif, sachant que aussi les entreprises financent une partie et qu'il y a déjà des tarifs. Juste petite précision par rapport à ce que vous avez dit, vous faisiez référence, j'imagine, à la gratuité pour les moins de 18 ans à Paris, donc des transports en commun, et donc à la taxation qui est prévue des 2 roues par Anne Hidalgo, alors qui était dans son programme, hein, mais qui va donc rentrer en vigueur. Simplement sur l'écologie, pareil, sans rentrer vraiment dans le détail, parce que c'est un sujet majeur en Île-de-France. Je ne vais pas vous demander non plus de faire la compétition à celui qui est le plus écolo et celui qui propose, mais concrètement, les mesures qui vous tiennent à cœur dans la partie écologie de votre programme, c'est quoi? Concrètement, on fait quoi demain en Île-de-France pour la rendre plus verte, plus agréable à vivre et aller vers la transition énergétique et écologique? En fait, on propose une démarche pragmatique. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing. Évitons d'imiter les entreprises qui nous font je me peins en vert et puis d'un seul coup, je deviens écolo. Il faut être dans le pragmatisme, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas opposer croissance, il ne faut pas opposer mobilité, il ne faut pas opposer financement, etc., à l'écologie. L'écologie doit transparaître et transpirer, excusez-moi, mais partout. Je vais vous donner un exemple très concret. On a au Pré-Saint-Gervais, qui est une ville du 93. Comme ça, au moins, je ne vais pas vous faire un catalogue des mesures de Laurent Saint-Martin parce que vous les connaissez, mais dans le concret. On a une ville qui s'appelle le Pré-Saint-Gervais en Île-de-France, dans le 93, qui est une des villes les plus denses du monde. C'est-à-dire, et je vais vraiment vous choquer, mais le seul îlot de fraîcheur de cette ville, vous savez quel est-il? C'est le cimetière. Cette ville n'a pas d'îlot de fraîcheur. Et elle est extrêmement dense. Aujourd'hui, on a, par exemple, Madame Autain qui propose de développer un certain nombre de logements sociaux, etc., et de construire, plutôt que de réhabiliter ce qui doit être réhabilité. Et donc, sur cette ville, concrètement, on a un projet extrêmement impressionnant, un projet urbain avec un certain nombre de logements, alors que je viens de vous dire que cette ville est déjà surdimensionnée, surpeuplée, surdensifiée. Et face à ça, on a une proposition d'avoir, non pas le principe d'une forêt urbaine pour faire du marketing, mais d'avoir un vrai îlot de fraîcheur. Donc nous, on va être sur cette démarche vraiment pragmatique, c'est-à-dire ne pas être dans une démarche tout au vert, enlever les voitures et je ne sais quoi d'autre encore, parce que voilà, dans la démagogie, on peut aller très loin,
mais de regarder au global en disant, typiquement sur la ville du Pré-Saint-Gervais, je pense qu'en termes de logement, on est bon. S'il faut en faire plus, c'est plutôt de réhabiliter ceux qui doivent être réhabilités, c'est-à-dire les vétustes. Mais par contre, dans cet endroit-là, mettre de la verdure. Et à l'inverse, sur d'autres endroits de l'Île-de-France, voir où effectivement, s'il y a besoin, on fait du logement. Donc le tout est d'avoir une démarche pragmatique à l'échelle de la région et pas seulement à l'échelle d'une couleur politique d'une ville. Simplement une question un peu plus politique maintenant qu'on a parlé du programme. J'ai l'impression, quand je vous écoute et que vous m'exposez vos propositions, que votre parti, votre liste a un peu subi cette campagne, c'est-à-dire que vous êtes un peu piégé dans une forme de en même temps, c'est-à-dire qu'on est écologiste, mais pas trop, alors du coup vous faites dépasser par les écologistes sur votre gauche. On est sécuritaire, c'est-à-dire qu'on veut sécuriser les lycées, mais pas trop non plus, on n'est pas comme Valérie Pécresse. Est-ce que vous pensez, vous, il reste 48 heures, que vous avez réussi à imposer les thèmes qui vous tenaient à cœur dans votre liste et que vous allez pouvoir imprimer un discours dans la tête des gens qui soit identifié et identifiable? Écoutez, merci pour cette question. Merci pour cette question parce que effectivement, le sujet, c'est d'éviter de tomber dans la facilité qui est d'avoir un discours purement dogmatique. Vous citiez le tout sécuritaire de Valérie Pécresse. A priori, on est tous d'accord. Hein. On est tous d'accord, on veut tous vivre une vie paisible et être en sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, venir me dire on va faire du contrôle aux faciès et mettre des vidéosurveillances qui sont capables de reconnaître tout un chacun dans un quartier, mais non seulement c'est une aberration, et de deux, c'est une atteinte profonde aux libertés. Par contre, effectivement, peut-être que ça va retenir l'œil. Mais concrètement, est-ce qu'elle va le faire ou est-ce qu'elle pourra le faire? Non. De la même façon, à l'envers, parler de la gratuité des transports. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est entendable pour les Franciliens d'avoir une augmentation de leur imposition alors qu'on va rentrer sur une relance économique extrêmement importante? Je ne suis pas sûre. Donc, on pourrait s'amuser à être dans une course effrénée à la mesure, sur mesure, sur mesure, et faire comme ça la course à l'échalote du truc qui claque dans les médias, qui fait du buzz et qui fait de la punchline. Mais en réalité, on oublie quelque chose, c'est qu'on ne répond pas aux demandes des Franciliens. Et les Franciliens, de manière générale les Français, demandent du pragmatisme. Alors oui, je peux l'entendre, que du coup ça buzz un peu moins, que du coup ça fait un peu moins débat, mais ça fait un peu moins débat parce que ça répond réellement aux attentes. Et là, je vais être très claire, et franchement, là je vous dis ça, je suis dans la voiture parce que je passe d'une opération terrain à une autre, ça imprègne chez les gens. Ils nous parlent réellement de fond. Ça, ils ne sont pas dupes. Notre premier des combats, je pense, pour nous, liste de la majorité présidentielle, liste d'Emmanuel Macron et donc l'isme du progressisme, ce n'est pas d'aller contre Valérie Pécresse, ce n'est pas d'aller contre Audrey Pulvar, ce n'est pas d'aller contre je ne sais qui, etc. Mais c'est plutôt d'aller contre l'abstention. Notre premier combat, il est celui-là. Et aujourd'hui, c'est sur celui-là qu'on va aller. Parce qu'honnêtement, je peux vous dire, on n'est pas du tout, mais pas du tout mal accueillis sur le terrain. Deux dernières questions très rapides. Laurent Saint-Martin a parlé au débat l'autre soir sur LCI des candidats et de leur rapport à la République. Il a finalement en fait dit que, en quelque sorte, que Jordan Bardella n'était pas républicain, que Valérie Pécresse non plus, et que les trois autres candidats de gauche ne l'étaient pas. Et en fait, en quelque sorte, qu'il était le seul à défendre la République. C'est ce qu'il a dit. Enfin, pas mot pour mot, mais c'était l'idée. Est-ce que là, il n'y a pas un danger? On est en pleine hystérisation du débat politique. Vous l'avez vu, il y a une montée de la violence dans les campagnes. Jamais une campagne s'était quand même déroulée dans un climat aussi tendu. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un danger sur le discours à dire, finalement, moi, je défends la République, je suis le seul à le faire, et donc si vous ne votez pas pour moi, eh bien, vous votez contre la République, en quelque sorte. Alors, vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il y a un danger à dire que certains mouvements politiques n'ont pas des lignes extrêmement claires sur les principes républicains? Non, il n'y a pas de danger. Au contraire, il faut le dire. Maintenant, il ne faut pas tomber dans la caricature. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature. Et vraiment, il faut réécouter les propos de Laurent Saint-Martin. Il n'est pas tombé dans la caricature. Par contre, il a effectivement dit, attention, sur certains sujets extrêmement importants pour nous tous, qui est la laïcité, que sont les valeurs républicaines, un certain nombre de mouvements politiques, soit ont des glissements idéologiques extrêmement dangereux. Je pense notamment à Audrey Pulvar, je pense notamment à Clémentine Autain, mais il faut le prendre extrêmement au sérieux. Et il ne faut pas avoir peur que, oui, Laurent Saint-Martin
le président d'Emmanuel Macron est le seul à avoir des lignes extrêmement claires sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire du glissement idéologique comme les personnes dont je viens de vous parler, ni aller avoir des positions un peu étonnantes par moment d'une partie de la droite. Donc, je pense qu'on ne peut pas se faire l'économie de le rappeler et de le rappeler sans avoir honte de le dire et sans avoir peur non plus qu'on nous reproche d'hystériser le débat. La laïcité est tout sauf un sujet qui hystérise. C'est un sujet qui rassemble et c'est avant tout un sujet de liberté. Donc oui, rappelons-le, oui, affirmons-le et surtout, n'ayons pas honte et peur de le dire. Oui, Laurent Saint-Martin est le seul qui est clair sur ces sujets de laïcité. D'accord. Alors, la dernière question, je ne vais pas vous faire rechanter, je ne vais pas vous faire reproduire la scène de dimanche dernier au meeting, mais simplement pour essayer de mieux comprendre un peu la philosophie de la liste et la philosophie que vous défendez, est-ce qu'il y aurait une œuvre, un film, un livre, une chanson qui soit représenterait Laurent Saint, enfin pas, je ne vais pas vous demander de choisir pour lui, mais qui représenterait plutôt votre liste, la philosophie de votre liste, ou alors, puisque c'est une interrogation surprise, qui pourrait, ou que vous préférez tout simplement pour jouer la sécurité. Je vous en prie, je vous laisse. Alors moi, je vais vous donner la vision que j'ai de cette liste, qui n'est pas une liste, qui est une équipe. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors attention, hein, c'est pas très drôle, mais pour autant, je suis quand même quelqu'un de joyeux. Mais je vais vous répondre avec le cœur et comme je le sens. C'est le livre qui s'appelle La Tresse, qui est un très beau livre qui raconte l'histoire entremêlée de 3 femmes au destin pas forcément évident. Je vais pas faire attention, hein, je ne vais pas casser l'histoire du livre, mais je vous fais un petit teasing. Et attention, c'est des destins extrêmement compliqués de 3 femmes, mais qui finalement, on sent une joie de vivre, on sent malgré des difficultés, on sent une véritable envie de faire, de pas forcément se rendre compte que parce qu'elles font chacune de leur côté, ça a un lien, et que surtout, en vrai, derrière, il y a une profonde envie de vivre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'espère qu'il ne vous a pas échappé et je ne suis pas une féministe, je sais pas quoi, machin, etc. Mais je peux vous dire que ça ne vous a pas échappé que dans la liste de Laurent Saint-Martin, majoritairement, les têtes de liste sont féminines. Et que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, oui, ça apporte une nouvelle un peu façon de faire de la politique, toujours dans le sérieux. On se prend pas au sérieux, mais on le fait au sérieux. Et on n'a pas honte de dire qu'on le fait avec une certaine joie de vivre. Pour autant, on parle de sujets extrêmement compliqués, complexes, que beaucoup d'hommes n'ont pas vraiment voulu mettre sur la table et que nous, on le fait. Alors oui, de temps en temps, on a besoin aussi de décompresser ensemble sur des actes militants qui sont des événements militants. Et donc, je vous invite, si vous voulez vraiment comprendre le truc, à lire ce livre qui s'appelle La Tresse. Merci beaucoup, Prisca Thévenot, d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de campagne à vous et bon courage pour les dernières 48 heures. Merci et puis désolé pour ce petit... non, il n'y a pas de souci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.